Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui vous faire une deuxième vidéo hors série, une mise à jour sur les tables de mixage et le matériel que je vous conseille d'avoir chez vous pour apprendre la musique et le piano. Le but étant d'avoir un environnement optimal et surtout le plus agréable possible. Si vous vous mettez à votre piano sans envie, parce que vous êtes mal installé, vous n'êtes pas bien, parce que le son n'est pas bon, parce qu'il y a du bruit autour de vous, tout ça sont des facteurs négatifs. Il faut que ça vous fasse plaisir de vous retrouver seul, face à votre piano et avec vous-même pour bien progresser. Pourquoi les studios sont souvent des endroits un peu sombres, parfaitement tempérés, très feutrés et silencieux, parfois même avec des salles de bain, des cuisines et des très bonnes machines à café? Pour des raisons techniques, bien sûr. On ne veut pas que des bruits parasites viennent se mêler à la musique qu'on enregistre, mais c'est aussi pour que les musiciens s'y sentent entre eux, en privé, en sécurité du jugement d'autrui, pour qu'ils ou elles puissent se retrouver avec eux-mêmes, un peu en introspection, pour aller puiser en eux ce qu'ils ont de meilleur. Alors, sans aller jusque-là, avoir le bon matériel participe beaucoup quand même à une bonne ambiance dont vous avez besoin pour bien vous concentrer sur ce que vous faites, composer un morceau, écrire des paroles, enregistrer un bout d'essai, ou de jouer des gammes et des accords pour entraîner vos doigts et vos oreilles. Cette vidéo hors série numéro 2, hors série parce qu'elle ne participe pas directement à l'apprentissage de la musique et du piano comme les autres vidéos de cette chaîne, cette vidéo est une mise à jour de la dernière vidéo hors série numéro 1 qui traitait du même sujet. Ici on parle de matériel qu'il serait bon d'avoir pour assurer une bonne progression. Je vous conseille de regarder ce hors-série numéro 1 avant celle-ci, car je vais utiliser des termes que j'ai déjà définis, par exemple des noms de câbles et de connecteurs XLR, Jack TS, Jack TRS 635, Cinch, etc. Il serait aussi bien que vous connaissiez un peu l'utilité et le fonctionnement d'une table de mixage avant d'aller plus loin. Le but ici n'est pas de devenir électronicien ou ingénieur du son, mais de comprendre quelques fonctionnalités qui seront utiles pour vous de créer votre environnement musical agréable et donc constructif. Pour résumer, cette première vidéo expliquait comment retrouver le son de son clavier et le son de son ordinateur dans un casque pour pouvoir s'isoler dans sa bulle pendant que vous travaillez. Je ne vais donc pas revenir sur les raisons pour lesquelles je pense qu'un tel équipement vous serait utile, même si vous êtes débutant. On apprend toujours mieux sur du matériel confortable et adapté. J'ai 3 raisons pour faire cette deuxième vidéo. La dernière vidéo sur le sujet, la hors-série numéro 1, se limitait à un équipement le moins cher possible, aux alentours de 100 € pour une petite table de mixage. Évidemment, comme dans tout, la qualité et les fonctionnalités étant liées au prix, je voudrais maintenant étendre un peu le budget pour atteindre des équipements plus sérieux et d'une qualité supérieure. Les 2 tables que j'avais présentées dans le hors-série numéro 1 sont toujours d'actualité, mais ici, on va chercher à avoir mieux, mais évidemment pour un petit peu plus cher, entre 190 et 250 €. La deuxième raison est que dans les vidéos à venir, que nous allons attaquer les accords. Là, on vient de terminer la 12e, on va commencer la 13e et on attaque les accords. Et à partir de maintenant, je vais vraiment commencer à vous jouer des bouts de morceaux comme exemple, et de plus en plus, je vais vous demander d'utiliser votre oreille pour ressentir et entendre des nuances comme la différence entre jouer en mineur ou en majeur, qu'on a vu récemment, vous vous souvenez, comme on avait transformé le petit air de Frère Jacques. Et comme il changeait de couleur en fonction du majeur ou du mineur. Plus tard, il y aura d'autres nuances qu'il faudra bien entendre pour bien les assimiler, des transitions, des arpèges, des variantes sur certains accords. J'apporte beaucoup de soin au son des vidéos de cette chaîne afin que vous puissiez entendre au mieux ce que je présente. Et entendre un très beau son de piano ou d'autres instruments sortant de ce studio a un effet très positif sur notre mental et ça donne du courage pour s'y mettre sérieusement. Encore faut-il que de votre côté, vous ayez les moyens de reproduire cette qualité de son. Si vous écoutez ces vidéos sur les haut-parleurs d'une tablette, d'un ordinateur portable ou pire encore d'un téléphone,
franchement, si ça vous donne envie, chapeau. Moi, ça me découragerait. C'est tellement réjouissant d'écouter quelque chose qui a été bien enregistré et qui fait du bien aux oreilles. C'est pour ça qu'on est là tous, non? Troisième raison, Serge, un ami guitariste, vient de recevoir une table de mixage qui ferait très bien le travail pour nous. Alors, lui n'a pas tout à fait la même utilité que nous, puisqu'il l'a acheté pour pouvoir amplifier divers instruments de musique et micros pour faire de la musique avec et chez des potes. Son but est de connecter des micros de chant et des instruments de musique à la table, chacun avec son propre canal, permettant ensuite de régler chaque volume et autres paramètres indépendamment. Ensuite, la table envoie le tout dans un ampli avec ses haut-parleurs. Bref, lui chercher une solution pour faire du live. Son utilité n'est pas tout à fait la même que celle que l'on recherche ici, mais une table de mixage peut adopter plusieurs configurations en fonction de ce que l'on veut en faire. Anecdote, la femme de Serge, Laurence, joue de la harpe, rien que ça. Et il a équipé sa harpe d'un micro spécialisé pour instruments avec caisse de résonance, comme des guitares ou des instruments acoustiques du genre. Il a branché ce micro sur la table et après quelques tâtonnements pour régler cette entrée micro, il est arrivé à un son de harpe amplifié tout à fait correct. Et cette table, vous l'avez deviné, la voici, merci Serge de me l'avoir prêtée pour faire cette vidéo. Message personnel, Serge, ça fait 1 ou 2 heures que je joue avec pour bien l'évaluer et essayer plein de trucs, et je ne pense pas que je vais te la rendre. Voilà, pour les 3 raisons qui m'ont décidé à faire cette vidéo hors série. Alors, puisqu'elle est ici, parlons-en. D'abord, c'est la Behringer Xenix Q1204 USB. J'espère que vous vous souvenez bien de l'importance de ce USB à la fin de son nom. Ça veut dire que l'on peut la connecter à un ordinateur et qu'elle peut recevoir le son de votre ordinateur et l'envoyer vers les haut-parleurs si vous en avez connecté, ou vers votre casque si vous l'avez connecté ici. L'inverse est possible aussi. L'ordinateur peut lui aussi recevoir le son que la table reçoit de ses entrées pour l'enregistrer de façon numérique dans votre ordinateur. Et en allant encore plus loin, cette connexion USB peut fonctionner en même temps dans les deux sens et donc peut aussi faire entendre quelque chose dans votre casque et en même temps enregistrer ce que vous jouez. Ça vous permet de rajouter ce que vous jouez à quelque chose de déjà existant ou de déjà enregistré. C'est le principe d'un studio d'enregistrement comme celui-ci derrière moi, où on peut ajouter les instruments que l'on enregistre avec les autres qui sont déjà enregistrés et ainsi de suite. Mais ça, si ça vous intéresse, les techniques de studio, on se garde ça pour beaucoup plus tard. Mais si vous achetez une table qui n'a pas cette option dès maintenant, eh bien, le jour où vous allez vouloir le faire, vous ne pourrez pas. Cette option USB n'est pas très chère quand on achète une table, mais on ne peut pas la rajouter après. Alors, autant avoir la bonne table tout de suite afin qu'elle soit la plus évolutive possible dès le début. J'ai trouvé sur ce site quelqu'un qui fait une critique assez sévère sur cette table. Il dit par exemple qu'on ne peut pas brancher certains instruments sur la table sans avoir un son horrible. Alors je n'ai pas eu cette expérience, on y a branché un clavier, une guitare acoustique avec son micro intégré, une guitare électrique, le micro de la harpe de Laurence, un micro de chant, et après quelques minutes de réglage, on a obtenu un son tout à fait convenable. Alors, je crois savoir d'où vient son problème avec cette table. Tout dépend de l'attente qu'on en a. Sans entrer dans les détails très techniques qu'il aborde, oui, les préamplis de cette table ne seront jamais aussi bons qu'une meilleure table. Oui, les boutons de cette table ne seront jamais aussi bons et aussi linéaires et précis qu'une autre table de meilleure facture. Oui, quelques fonctionnalités laissent à désirer, ils auraient pu faire mieux. Oui, la durabilité générale de la table ne sera jamais aussi bonne. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. D'accord, mais elle est pas chère, elle coûte 190 € et elle fera largement le travail qu'on lui demande de faire ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez acheter une très très bonne table à plus de 1000 € et je suis sûr que vous en serez ravis. Et encore, une table de mixage, c'est un peu comme un appartement ou une maison, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, la chambre est trop petite, les murs sont trop fins, la terrasse est mal exposée, bref. Même cette table, je pourrais vous faire une liste des choses que j'aimerais pouvoir changer pour qu'elle soit parfaite à mon goût. Pourtant, je l'ai acheté. Alors, on est bien obligé de faire des concessions et de choisir celle qui nous ira le mieux. Et une des concessions, c'est le budget qu'on a aussi à mettre dans une table. Celle-ci possède aussi ses limitations, mais à 189 €, il me semble difficile d'attendre qu'elle fasse plus que ce qu'elle ne fait déjà.
Pour être très sincère, j'ai trouvé la présentation du gars un peu trop sarcastique et même condescendante. Oui, Behringer, c'est de la daube, donnant l'impression que la société se moque de ses clients, alors qu'ils n'ont fait que construire une table pour un prix final de 189 €, 190 € je crois. Et en plus, j'ai trouvé le gars carrément méprisant vis-à-vis de ceux qui n'ont peut-être pas le budget pour s'offrir mieux. Pour cette raison, je ne mettrai pas le lien à cette vidéo en ligne. Allez la chercher si ça vous chante. Et de toute façon, à notre stade, vous n'apprendrez rien de plus, car elle rentre dans des détails techniques qui ne nous concernent pas à notre stade. Alors ne perdez pas votre temps. Behringer n'est pas une mauvaise marque. J'ai quelques appareils de chez eux, comme celui-ci, comme celui-ci. J'ai même revendu une interface numérique de marque très connue, la Focus Saphir, pour ceux qui connaissent, pour racheter la même chez Behringer. Celle-là. Celle de Behringer, pour moi, fonctionne bien mieux, a un meilleur son, avec moins de souffle, pour 2,5 fois moins cher. Comme quoi, le prix n'est pas toujours un gage de qualité. Alors, on va parler de celle-là, et ensuite, on en regardera d'autres de qualité supérieure. Dans la première vidéo hors série, je vous parlais de la petite sœur de celle-ci, la Xenix Q502 USB, mais elle a l'air d'avoir disparu du catalogue de Behringer, en tout cas je ne la trouve plus. Vous la trouverez peut-être encore en stock dans des magasins en ligne. C'est la même que celle-ci, en plus petit, et elle convient très bien à ce que l'on fait ici. Il reste la 302 USB, encore plus petite que la 502, mais trop petite pour nous, j'ai expliqué dans la dernière vidéo pourquoi. Et au-dessus de la 502 USB de la dernière vidéo, il y a la 1204 USB, celle-ci qui reste au catalogue et que l'on trouve en stock en ce moment. Donc cette table a récemment servi à faire un petit concert chez des amis, c'est pour ça qu'il y a encore un adhésif sous les faders. Les faders, au fait, ce sont ces boutons linéaires qui permettent de contrôler le volume de chaque entrée. C'est une pratique courante de mettre un adhésif en dessous pour se souvenir que la guitare est en 3, que la harpe est en 4, que le chant est en 1, etc. Sinon, on oublie et on touche les faders et on dérègle la table. Alors, justement, voyons voir en configuration live comment on avait branché tout ça. Je vais simplement lire ce qu'il y a sur l'adhésif, ça sera plus simple. Alors, au début, il n'y a rien du tout. Je pense qu'ici, il devait y avoir un micro. Donc, il y avait un micro qui était branché sur le canal numéro 1, c'est-à-dire ici, et on avait toute cette colonne pour contrôler les aigus, les graves, et aussi le volume de ce micro. Sur le canal numéro 2, qui est celui-ci, eh ben, c'est pareil, il y avait un micro, je le vois là, c'est écrit micro. Donc, il était branché ici, on avait toute cette colonne, et ce fader pour contrôler ce micro. Ensuite, là, je vois qu'il y avait une guitare, donc en 3. La guitare de Serge acoustique avec un micro était donc branchée ici, et profitait de toute cette colonne et de ce fader pour contrôler le son de la guitare. En numéro 4, c'était la harpe, qui se branchait donc ici avec son micro spécial, qui était contrôlé donc par toute cette colonne et ce fader-là. Et le clavier, alors le clavier c'est un petit peu différent, un clavier normalement ça a une sortie qui est stéréo, donc il y a deux sorties. Et la table de mixage l'a prévu, ici il y a un fader avec les voix, avec les canaux 5 et 6 qui sont ici et ici, donc le clavier était branché par des jacks quart de pouce ici et ici, et contrôlé, les deux là étaient contrôlés ensemble par ce fader là. Et ici, il n'y avait rien. Donc vous voyez comme tout cela se mixe entièrement dans ces deux boutons-là, qui vont ensuite sortir par derrière vers un ampli et des haut-parleurs. Voilà, ça c'est pour une configuration en live. Pourquoi il y en a deux ici, un pour la droite et un pour la gauche. Ça c'était une configuration live. Dans la configuration qui nous intéresse ici, c'est un petit peu différent. Pour le clavier, c'est la même chose. Vous avez votre clavier avec ses deux sorties droite et gauche qui vont venir se brancher comme pour le live, ici et ici, en 5 et en 6, et qui seront contrôlés par cette colonne-là et ce fader-là. Pour votre ordinateur, on ne l'avait pas dans la configuration live, on va la voir maintenant, lui va venir se brancher par USB sur ce connecteur ici. Donc avec un petit logiciel qui est un pilote en fait, qui est vendu avec la Xenix, votre ordinateur aura la capacité, c'est très transparent, c'est très facile à installer, à envoyer le son qu'il produit directement dans cette prise USB,
et qui va apparaître directement à travers ce bouton ici, directement dans votre casque, ou avec un autre bouton ici, et si vous le souhaitez, vers un ampli et des haut-parleurs si vous en avez un. Donc voilà comment on se connecterait dans la configuration qui nous intéresse ici. Et une fois ces connexions faites, votre ordinateur sur la face arrière en USB de votre table de mixage, et votre clavier en 5 et 6 contrôlé par le fader 5 et 6, il vous reste encore 4 canaux, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pour brancher un micro, une guitare, de copains qui passent par là. Le tout est mixé dans la table de mixage, et on récupère tout par ces deux boutons dans l'ampli externe avec ses haut-parleurs si vous le souhaitez, ou si vous laissez ça à 0, vous appuyez sur ce bouton, non, c'est sur ce bouton-là, vous récupérez tout ça dans votre casque, et éventuellement vous l'enregistrez sur votre PC par le câble USB branché derrière. Voilà pour cette table. Difficile de faire mieux en termes de qualité-prix, 190 €, et en plus c'est en stock, moi je trouve ça quand même pas mal. Ensuite, il y a d'autres tables de marques connues et quasiment incontournables. Les deux premières tables de mixage sont de chez la marque Soundcraft, une marque anglaise très connue dans le milieu des tables de mixage. La première des deux, la voici, c'est la Soundcraft Notepad 8 FX. Et maintenant que vous connaissez un peu comment fonctionne une table de mixage, vous allez voir que les tables de mixage se ressemblent à peu près toutes dans le sens où la disposition des boutons et des fonctions sont toujours présentées de la même façon quel que soit le fabricant. Vous voyez donc que cette table ressemble à la Behringer que l'on vient de voir, à commencer par les deux premières colonnes qui sont les canaux mono 1 et 2. En haut de la tranche, oui, on dit entrée, on dit aussi colonne ou canal ou tranche, puisque finalement une table de mixage est une succession d'entrées disposées en tranches. Certaines tables peuvent en avoir même plus d'une centaine quand il faut enregistrer un philharmonique de 200 musiciens. Donc en haut de chaque tranche, on y trouve un connecteur double dans lequel on peut y brancher soit un XLR mâle, soit un jack quart de pouce TS. On peut donc y brancher à peu près n'importe quoi, une guitare électrique, une basse électrique, un micro de chant, un micro d'une guitare acoustique, etc. Les deux canaux 1 et 2 sont très similaires à la Behringer, ils ont leur tranche jusqu'en bas de la table pour les contrôler. Donc on peut régler le gain, c'est-à-dire la force, on va dire, avec laquelle le son d'un micro, par exemple, rentre dans la table. Ce gain, selon ce que vous branchez sur cette tranche, peut être trop faible ou trop fort, alors on l'amplifiera ou on l'atténuera avec ce bouton rotatif. Ensuite, plus bas, il y a l'égaliseur, où on peut régler les aigus, les médiums et les basses. Le bouton bleu en dessous, je vous en parlerai dans un instant. Le bouton jaune permet d'envoyer le son de la tranche un peu plus vers la gauche ou un peu plus vers la droite ou bien au milieu selon votre préférence pour former une image stéréophonique des sons de chaque tranche de la table. Et le gros bouton rouge en bas, eh bien, c'est ce qui remplace le fader chez Behringer, c'est le volume final de cette tranche. Chez Soundcraft, c'est un bouton rotatif, c'est un choix qu'ils ont fait. Personnellement, j'ai une préférence pour le fader, que je trouve plus agréable et plus précis. Mais les faders sont plus chers et plus fragiles, c'est vrai. Donc, ok, un bon vieux bouton du style potentiomètre ou un potard, comme on appelle ça dans le jargon, reste une valeur sûre, car moins cher et plus fiable. On se déplace vers la droite, et on retrouve deux colonnes. Ce sont les entrées jumelées 3-4 et 5-6. Ce sont donc des entrées stéréo. En 3-4, on aurait très bien pu y mettre notre piano numérique, qui est, je vous le rappelle, stéréo, donc qui a deux canaux par deux câbles, le canal droite et le canal gauche. Le son de votre piano numérique sera donc contrôlé dans la table par les boutons qui sont en bas de cette colonne, c'est-à-dire le bouton jaune pour la balance et le bouton rouge pour agir sur le volume de votre piano numérique. Vous noterez qu'il n'y a pas d'égaliseur sur ce canal stéréo, contrairement aux tranches mono 1 et 2. C'est pas très grave, puisque en général, les sources stéréo, comme votre piano numérique, ont un égaliseur intégré déjà dans leur électronique. On peut donc, en amont de la table, faire les réglages d'aigus et de graves si nécessaire. L'absence de cet égaliseur sur les tranches stéréo participe à garder le prix de la table au plus bas.
Dans de plus grosses tables, il y a un égaliseur sur chaque tranche pour que l'utilisateur ait la flexibilité la plus totale. Mais évidemment, ça fait vite grimper la facture. À notre stade, on peut s'en passer vraiment très facilement. Pareil pour la tranche 5 et 6, on pourrait y connecter encore un autre piano numérique ou n'importe quelle autre source stéréo comme un lecteur CD, un lecteur MP3, un téléphone ou une tablette. Ça vous permettra de jouer une chanson sur un de ces appareils et de jouer sur votre piano en même temps et d'écouter le tout au casque sans déranger personne en ayant la meilleure qualité sonore possible. C'est ce que l'on recherche à faire dans cette vidéo. L'entrée stéréo 7 et 8 de cette table peut accueillir une platine vinyle par ses connecteurs Cinch. Mais surtout, elle est très importante pour nous car le câble USB, c'est là qu'il vient se connecter. Le son provenant de votre ordinateur sera donc contrôlé par les boutons en dessous, comme pour toutes les autres tranches stéréo. Les deux boutons bleus servent, ils sont pas deux, la rangée de boutons bleus, servent à diriger une partie du son de chaque tranche vers des effets. Son nom 8FX veut dire qu'elle a 8 entrées, ok, ça on l'a compris, et qu'elle peut appliquer des effets à chaque canal. FX, en anglais, ça se prononce FX, comme le mot anglais effects, pour effet. Donc dans le jargon, on écrit souvent FX pour dire effet. Ces effets sont donc très bons, en fait, chez Soundcraft, puisque Soundcraft s'est rapproché de la société Lexicon pour avoir le droit d'y mettre quelques-uns de leurs effets. La société Lexicon est une des premières sociétés, elle est américaine, à avoir fabriqué des appareils qui rajoutent des effets de façon numérique à une source sonore existante, de la reverb, du delay ou du chorus. La reverb, c'est ça, c'est de la résonance qui donne de l'ampleur et de la présence à une voix qui chante. Voilà, avec cette table, on peut donc ajouter des effets à chaque tranche de façon indépendante. C'est vraiment bien, la Behringer ne l'avait pas. Tous les canaux d'entrée de la table, de 1 à 8, sont récupérés dans le fader de droite, que l'on appelle communément le master, qui va envoyer tout votre mixage vers les deux sorties XLR qui seront branchées sur un ampli avec des haut-parleurs si vous en avez un. Le mixage est aussi envoyé vers la prise casque. Et voilà comment on aurait branché cette table, sur cette table, notre piano numérique et notre ordinateur pour pouvoir entendre ces vidéos et votre piano numérique en même temps, dans votre casque et dans les meilleures conditions de qualité de son possible. Voilà pour cette table Soundcraft Notepad 8FX qui coûte dans les 150 €. Et cette 8FX a une grande sœur. Et comme toute grande sœur, elle lui ressemble beaucoup, mais elle est plus grande. Et ça, c'est la Soundcraft Notepad 12FX et pas 8. La 12FX est à peu près la même chose que la 8FX. Elle s'appelle 12FX, donc on sait déjà qu'elle aura 12 entrées et des effets. On voit très bien que la 12FX a 4 entrées mono et non 2 comme dans la 8FX. Et on trouve, plus à droite, les canaux 5-6, 7-8, 9-10 et 11-12, qui sont donc des canaux stéréo. Dans cette table aussi, on pourra faire entrer notre piano numérique dans l'entrée 5-6 par exemple, et l'USB de notre ordinateur dans la tranche 9-10, puisque c'est là qu'est prévu le connecteur USB. Ce sont donc des canaux réglables, indépendamment, comme d'habitude. Cette Soundcraft Notepad 12FX coûte dans les 190 €. Et ensuite, il y a la marque Mackie. Ah, j'ai un petit faible pour cette marque américaine, je l'avoue, aussi très très connue, parce que j'en ai eu une. C'était celle-ci dans sa version un peu plus ancienne. Mais j'ai dû en changer parce qu'à l'époque, l'USB n'existait pas. La technologie évoluant rapidement, j'ai voulu mettre à jour mon équipement et en avoir une qui me permettait de faire exactement ce dont on parle aujourd'hui dans cette vidéo. D'ailleurs, Mackie est à l'origine d'une technologie USB qui s'appelle Mackie Control, qui est un protocole de communication entre un ordinateur et d'autres appareils. C'est vous dire comme Mackie est très présent sur ces technologies au point d'imposer son standard Mackie Control à d'autres marques. J'utilise d'ailleurs ce standard dans ce studio pour que mon ordinateur et ma table de mixage puissent travailler ensemble. Alors ça a l'air très compliqué comme ça, mais en fait absolument pas. Il suffit simplement de choisir Mackie Control dans le menu de votre ordinateur et tout se met à fonctionner comme par magie ou presque.
Mais bon, tout ça dépasse largement ce que nous faisons ici. C'était juste pour vous montrer l'importance de Mackie dans ce secteur d'activité. Alors donc chez Mackie, il y a 2 tables de mixage qui nous sont intéressantes. La première, c'est la Mackie Pro FX6. Donc vous commencez à comprendre comment ça fonctionne maintenant. Rien qu'en lisant son petit nom, on comprend tout de suite qu'elle a 6 entrées et que le FX veut dire qu'elle a la possibilité d'appliquer des effets aux sources sonores qu'elle reçoit. Alors, on retrouve toujours une disposition similaire à toutes les autres tables de mixage. Les 2 colonnes à gauche sont les 2 entrées mono 1 et 2, avec en haut de la tranche le connecteur double XLR et jack, aussi adopté par Soundcraft, où on peut y faire entrer guitare électrique, guitare sèche, basse, micro de chant, etc. Sur ces tranches, on retrouve le gain, on en a déjà parlé avec les Soundcraft. Ensuite, on retrouve l'égaliseur. Là, par contre, il n'y a que 2 plages de fréquences, aiguë et basse, pour corriger ce qui rentre dans ce canal. Et tout en bas de la colonne, comme d'habitude, le niveau sonore du canal. Voilà pour les 2 canaux mono 1 et 2. En se déplaçant vers la droite, on retrouve 2 entrées stéréo, 3-4 et 5-6. Alors, les entrées stéréo 3-4 se font comme d'habitude avec des jacks 1/4 de pouce, et c'est là qu'on y connectera notre piano numérique. Les boutons level 3 et 4 contrôlent le volume de cette tranche. Ensuite, il y a les entrées stéréo 5-6, dont l'entrée se fait par un petit jack de 2 mm et demi, 2,5 mm. Alors c'est bien pour y brancher une tablette ou un téléphone. Bon, drôle de choix, je trouve. Par contre, ça empêche d'y faire entrer d'autres appareils, comme un autre piano, par exemple, à moins d'acheter un adaptateur de câble, évidemment. Dans cette table, le son USB de votre ordinateur est récupéré directement dans ce bouton, avec lequel on peut régler le volume entre les entrées, dont votre piano numérique, et le son qui provient de l'ordinateur. C'est très simple et c'est très efficace, ça marche très très bien. On peut appliquer des effets à chaque canal mono indépendamment, comme sur la Soundcraft, et tout le mixage est récupéré avec le bouton de volume Phones avant d'être envoyé vers votre casque, et est aussi récupéré par le bouton Level. Ils auraient pu écrire plutôt Master au lieu de Level, mais bon, étant donné la position de ce potard sur la table, il y a peu d'ambiguïté sur sa fonction. Comme dans toutes les autres tables, lui aussi envoie votre mixage vers les sorties XLR et jack pour être diffusé sur un ampli et haut-parleur si vous en avez connecté. Cette Mackie Pro FX6 est à environ 180 €. Et oui, on monte en prix, mais on monte aussi en gamme. C'est du Mackie. Et comme avec les 2 Soundcraft que je vous ai décrites, cette table a aussi une grande sœur. C'est la Pro FX10 et non 6. Alors là, on passe à quelque chose de sérieux. Déjà, il y a 4 entrées au lieu de 2, comme sur la sœurette. Ça, on pouvait s'y attendre en lisant son nom. Et ces tranches sont mieux équipées, notamment d'égaliseurs à 3 fréquences, et non à 2 comme sur la FX6. Et sans rentrer dans trop de détails techniques, elle a d'autres possibilités très bien pensées, comme des compresseurs et des inserts pour les connaisseurs. Pour ceux qui s'intéresseront à comment bien enregistrer une voix, ces options de la table seront très utiles à terme. Mais on n'en est pas encore là. Chaque tranche a aussi un bouton Mute qui permet de couper le son de la tranche sans changer son volume. C'est très pratique. Pour le reste, c'est pareil que pour la FX6. Les effets, les sorties vers ampli et la sortie vers le casque sont les mêmes. Cette table est la plus chère des 5, présentée ici, elle est à 250 € environ. Mais bon, c'est du Mackie et c'est aussi la plus complète des 5. Voilà. Et comme ça, on peut monter en budget et en qualité et en fonctionnalité jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Mais pour ce qu'on va faire, je pense que cette dernière table est largement suffisante. Après, on rentrerait dans du superflu. Moi, si je devais en acheter une, ce serait celle-ci. D'abord parce que c'est une Mackie et que je connais la qualité de leur table et parce qu'elle est vraiment très bien équipée. Alors bien sûr, elle se heurte peut-être à notre budget, mais personnellement, je suis de ceux qui préfèrent acheter quelque chose de bien, quitte à attendre un peu le temps de faire quelques économies.
Avec ça, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour acheter en sachant ce que vous faites. Alors tout cela n'enlève rien aux petites tables de mixage du hors-série numéro 1. Celles-là étaient juste plus simples dans leur fonctionnalité, elles ont tout de même un bon son, et elles font le taf dont on a besoin ici, et surtout, elles sont à moins de 100 €. Et même si j'ai présenté d'autres tables dans cette vidéo, j'ai tout de même conseillé à mon ami Serge d'acheter celle-là, sachant ce qu'il allait en faire. Il avait absolument besoin de 4 entrées mono pour les micros et les guitares, et au moins une entrée stéréo pour un piano numérique. Il se trouve qu'elle en a 2, c'est parfait. Elle a des compresseurs de chant et des égaliseurs à 3 fréquences sur les 4 entrées mono, elle a des mutes et des faders partout, et elle a l'interface USB pour le jour où il voudra enregistrer en numérique sur son ordinateur. Alors d'accord, elle n'a pas d'effet, contrairement aux autres que j'ai présentés aujourd'hui. Oui, mais comme cette table va servir surtout à faire du live, c'est la salle dans laquelle on joue qui va faire office d'ambiance et qui va donner sa réverb. Et même dans notre situation, qui n'est pas une situation de live, on peut très bien faire sans. Les effets à ce niveau-là, c'est un gadget sympa, mais c'est un gadget quand même. Voilà, avec cette vidéo, le hors-série numéro 2, complémentant le hors-série numéro 1 d'il y a quelques mois, concernant les tables de mixage, les casques, les divers câbles et connecteurs, vous êtes fin prêt à faire les bons choix sans vous planter. Les erreurs d'achat coûtent assez cher dans la musique. Comme toujours, j'espère vous avoir été utile et vous avoir démystifié des choses un peu techniques qui peuvent effrayer parfois. Mais vous voyez, il n'y a rien de mystérieux ni compliqué. Il y a juste pas mal de choses à savoir. Et là, vous savez tout. Enfin, presque. Mettez-moi un petit like, ça sert à rien, mais ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des informations complémentaires et constructives à partager sur ce sujet. Et abonnez-vous à cette chaîne pour être informé de la parution des nouvelles vidéos et pour me dire que ce qu'on fait ici vous intéresse. À la prochaine vidéo, justement, la 13e, on revient à la musique et au piano et on abordera les accords. Très grand sujet que l'on va commencer là quand on veut jouer de la musique. Cette vidéo tant attendue est en cours de finalisation et sera publiée dans une semaine, 10 jours maximum, promis. Mais attention! Avant d'aborder ça, vous devez avoir certaines connaissances indispensables, sinon vous allez patauger dans la semoule. Assurez-vous que vous êtes au bon endroit dans ces vidéos et que vous ne vous attaquez pas à quelque chose de plus gros que vous. C'est facile à évaluer, regardez une vidéo au hasard, si vous comprenez tout, alors passez à la prochaine. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, alors allez à celle d'avant, et répétez ce processus. De cette façon, vous allez finir par trouver la vidéo qui sera à votre niveau, puisque chaque vidéo est construite sur celle d'avant, je ne le dirai jamais assez. Allez, portez-vous bien, bonne cogitation sur vos futurs investissements pour vous sentir le mieux possible à votre piano, et comme d'habitude, musicalement vôtre. Bye.